Le monde bouge, l'économie aussi, et il vous faut tout savoir pour bien gérer vos placements financiers. On va le voir tout de suite avec cette actualité économique internationale. Et Stéphane Paris, bonjour. Bonjour Loïc. Vous êtes donc le gérant de Promépar, qui est une filiale de gestion d'actifs de la BRED Banque Populaire. Donc on va voir avec vous tout ce qui se passe en ce moment. Comme je le disais, ça bouge énormément. Et on commence avec la Réserve fédérale des États-Unis qui se réunit demain. Est-ce qu'on sait ce qui va se dire et ce qui va se décider à cette occasion? Alors, ce qui va se décider, on le sait quasiment de manière certaine, puisque 99% des économistes anticipent un relèvement de taux directeur de 25 points de base. Ce qui va se dire, ça c'est plus important, c'est ce que les marchés vont surtout regarder. Pourquoi? Parce que finalement, la Fed communique très bien et de manière très transparente depuis des mois. Et si on regarde leurs projections, ce qu'on appelle les fameux dot plots, ils disent, voilà, pour 2018, on prévoit 4 hausses des taux en tout. On en a déjà une au mois de mars, une autre au mois de juin. Très probablement une demain, ça en laisse une pour la fin d'année, et pour 2019 ils disent 3 hausses de taux. Et on voit que finalement, quand on interroge les économistes, ils n'ont pas l'air encore complètement convaincus. Bon, ils sont pour l'instant que 75% à croire à un relèvement de taux, un 4e relèvement de taux probablement en décembre. Et en revanche, pour 2019, ils sont plutôt sur 2 petits relèvements de taux, alors que la Fed en annonce a priori 3. Alors, c'est ça qui va être intéressant, parce que finalement, pourquoi les économistes semblent douter un peu de l'action de la Fed? Alors d'abord parce que, voilà, on le sait tous, ça fait maintenant depuis 2009 que les États-Unis connaissent un cycle de croissance donc assez long au regard des statistiques historiques. D'autre part, instantanément, l'inflation et la croissance américaine sont très probablement dopées par les réformes fiscales, la réforme fiscale américaine, mais dont les impacts vont petit à petit se dissiper dans le temps. Et puis il faut savoir que la Fed a d'autres outils à sa disposition, et notamment elle pilote la taille de son bilan. Et donc là ça fait maintenant bientôt 1 an qu'elle est engagée dans un processus de réduction de la taille de son bilan. Donc son bilan a déjà décru de 250 milliards de dollars, ce qui est finalement peu pour un bilan qui paye plus de 4000 milliards de dollars. Mais à partir du mois d'octobre, le rythme va s'accélérer, donc c'est autant de liquidités qui vont se retirer du marché. Donc tout ça fait que certains économistes pensent que la vis monétaire va peut-être se resserrer un petit peu trop vite, et qu'on pourrait précipiter finalement la fin du cycle économique américain. Alors justement, on parle de ce cycle économique américain qui est en croissance. Vous dites alors, est-ce que ça veut dire que Donald Trump fait finalement pas si mal son boulot que ça, malgré les tweets et malgré les polémiques? Alors c'est vrai que si on regarde en instantané, l'image est assez flatteuse, il faut le reconnaître, même si on n'aime pas le personnage. La croissance est très forte, on a eu 4,2% de croissance en rythme annualisé au 3e trimestre, on attend à peu près les mêmes niveaux pour le 3e trimestre, et pratiquement 3% sur l'ensemble de l'année. Les entreprises américaines réalisent des profits records, on est à peu près à un rythme de plus 20% sur l'année, et puis les indices américains battent des records. Donc c'est vrai que si on en reste à ça, l'image est plutôt belle. Alors après, il faut peut-être mettre aussi quelques bémols, puisqu'il faudra voir aussi quelques effets secondaires de sa politique. Par exemple, l'embargo sur l'Iran est en train de peser sur les cours du pétrole, enfin les faire monter, et donc ça déplaît fortement à Trump, puisque c'est pas très populaire vis-à-vis de son électorat. Et puis les barrières douanières qui ont été mises en place vis-à-vis de la Chine, la Chine a répliqué, et maintenant ça commence à toucher des biens de consommation qui vont toucher le pouvoir d'achat des ménages américains. Donc attention aux potentiels effets secondaires. Attention au retour de bâton, voilà, comme on dit. Ouais. Justement, un mot de cette guerre commerciale avec la Chine. Où est-ce qu'on en est? Pareil avec le Canada, il y avait un accord effectivement qui était dans les tuyaux. On en est où? Alors finalement, pour l'instant, ça reste tendu, on va dire. On ne peut qu'espérer que les Chinois, à un moment donné, mettent un petit peu d'eau dans leur vin. Ils n'ont pas forcément... alors, ils auraient intérêt à le faire, mais en même temps, pour eux, c'est compliqué, parce qu'ils ont aussi les intérêts de leurs propres industries à défendre. On sent que Donald Trump est bien décidé à aller jusqu'au bout. Les Chinois commencent à manquer un petit peu de mesures de rétorsion potentielle, parce qu'ils importent beaucoup moins de biens américains que les Américains n'importent de biens chinois. Ils ont d'autres mesures de rétorsion potentielle. Pour l'instant, je ne les sens pas vouloir aller jusque-là, parce que derrière, après, les impacts peuvent être importants, mais c'est un sujet qui va continuer d'animer les marchés encore probablement un certain temps. Ouais, et ça a beaucoup pesé ces derniers temps, oui, notamment sur le CAC. On passe maintenant à l'actualité des marchés dits émergents. On va parler dans un instant de l'Argentine et de la Turquie, où ça va plutôt très mal. On commence peut-être avec l'Italie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Surtout au niveau du budget d'ailleurs. Alors oui, l'Italie, ça a été un peu l'un des feuilletons de l'été, pour ne pas dire le feuilleton de l'été, puisqu'en fait un nouveau gouvernement s'était formé fin mai, créant beaucoup d'incertitudes par rapport à un éventuel dérapage budgétaire italien. Et puis il y avait aussi un ministre de l'économie très vieux
qui avait 84 ans, me semble-t-il. Oui, puis finalement qui est parti au bout de 24 heures, enfin qui n'a pas été retenu par le président Mattarella. Et puis donc ça a eu un impact très fort sur les taux à 10 ans italiens qui se situaient un petit peu en dessous de 2% au début d'année, qui était monté très rapidement à plus de 3%. Ça s'est un petit peu reflué hein, depuis fin août, mais on est quand même à portée de tir des 3%, ce qui reste encore 250 points de base au-dessus des taux à 10 ans allemands, hein, par exemple. Alors, pour l'instant, on est obligé de s'en fier aux communications officielles. Voilà, le ministre de l'économie, Giovanni Tria, dit que voilà, ils vont présenter un budget après-demain qui sera en ligne avec voilà, les critères de Maastricht à 1,6% de déficit budgétaire pour 2019. Mais non, ce qui va être intéressant, j'ai envie de dire, parce que ça risque peut-être d'être un feuilleton à rebondissement, c'est qu'on a quand même une coalition qui reste fragile avec Di Maio et Salvini. Et c'est des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre de base. Et voilà, sachant qu'il y en a surtout un qui pousse vers la dépense budgétaire, l'autre est plutôt orienté vers les questions sécuritaires et migratoires. Et finalement, Salvini, si on en croit les sondages, est plutôt en train de gagner du terrain. Et donc, il a presque intérêt, finalement, à aller jusqu'au clash avec son partenaire pour provoquer de nouvelles élections anticipées où il pourrait avoir finalement la majorité absolue au Parlement. Ouais. Comment ça va peser, ça, sur le CAC, enfin, et puis même sur les indices européens en règle générale, ça? Alors, là, on devrait avoir une présentation officielle du budget après-demain. Pour l'instant, on tout laisse à croire qu'on devrait avoir un chiffre raisonnable. Donc ça devrait jouer favorablement sur les marchés. Maintenant, voilà, ça risque d'être un feuilleton en rebondissement. On n'est pas encore sorti de l'auberge. L'Argentine, maintenant, dévaluation du peso, moins 50%. Ils vont voir le FMI leur demande de l'aide pour faire avancer notamment le gros prêt que le FMI leur avait octroyé. On en est où alors? Alors, globalement, en fait, la situation de l'Argentine, elle est un petit peu atypique, mais finalement, elle s'inscrit aussi dans un cadre plus général d'aversion au risque vis-à-vis des pays émergents depuis le début de l'année. Alors, l'Argentine, évidemment, on sait qu'elle est fragile du point de vue des financements extérieurs. C'est pour ça qu'elle a demandé de l'aide vis-à-vis du FMI. Sa situation économique n'est pas forcément si mauvaise que ça, mais en ce moment, on a une aversion généralisée vis-à-vis des actifs émergents. Qui sont en partie liés à la politique de Donald Trump. Hein. À nouveau, il est au centre de l'histoire. On voit que par exemple les sanctions qu'il a eues contre l'Iran, la Russie ou la Turquie ont naturellement créé un petit peu de stress sur les marchés. Sa politique, sa réforme fiscale finalement qui a précipité des rapatriements assez importants de dollars sur le territoire américain, plus la remontée des taux directeurs qui ont renforcé l'attractivité du dollar, font qu'on a eu des devises émergentes qui ont quand même pas mal dévissé, comme vous le disiez, notamment c'est effectivement le peso argentin, mais pas que. Depuis le début de l'année. Et puis, sa politique finalement un peu agressive, commerciale, hein, vis-à-vis de la Chine, alors que la Chine est en pleine réforme structurelle, fait que ça fait peser un risque sur des craintes de ralentissement un peu plus brutal que prévu sur la Chine. Mais on perçoit quand même depuis quelques semaines une sorte de tassement, les devises se stabilisent, les matières premières qui sont quand même ce qu'on appelle un col sur les émergents semblent reprendre un petit peu de poil de la bête. Donc on a peut-être traversé la phase un peu difficile. Ouais. Rapidement sur la Turquie avant de passer à tout ce qui va être du futur. Dévaluation de la monnaie, tension diplomatique avec les États-Unis, croissance revue à la baisse. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la Turquie est confrontée à un problème de financement de sa dette qui est assez significativement libellé en dollars. On a un président en plus qui se frictionne avec le président américain, donc ça joue défavorablement. Du coup il y a eu des sanctions d'un point de vue commercial. La difficulté en Turquie, c'est finalement on a une banque centrale qui comprend bien qu'elle a intérêt à remonter ses taux pour essayer de maintenir à flot sa devise. En remontant ses taux, forcément elle pénalise l'activité commerciale du pays. Et en face on a un président qui lui n'est pas forcément d'accord avec cette décision-là. Et qui remet régulièrement en cause l'indépendance de la Banque centrale. Donc c'est une situation compliquée, j'ai envie de dire pour l'instant, Erdogan semble mettre un petit peu d'eau dans ce vin, et puis la Banque centrale fait son travail. Donc, et on voit que la devise se stabilise un peu. Alors les éléments clés pour terminer, pour cette fin d'année, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors, il faut toujours, quand on investit, évidemment, essayer de peser les éléments positifs et négatifs. Les éléments un petit peu anxiogènes, on les a déjà un petit peu évoqués, hein, avec la guerre commerciale. Il y en a certains dont on n'a pas parlé, par exemple comme le Brexit, etc. Le potentiel ralentissement de la Chine. J'ai envie de dire, aujourd'hui,
Notre perception, c'est que la plupart de ces éléments anxiogènes sont quand même bien inscrits dans les cours. Par exemple, enfin, voilà, ça fait maintenant à peu près 18 mois que les indices européens font du surplace, alors que parallèlement, les bénéfices progressent. Donc ces éléments nous semblent bien pris en compte par les marchés. Et en revanche, on peut avoir quand même un potentiel de bonne surprise. Et puis, instantanément, il ne faut pas oublier que la croissance reste quand même forte au niveau mondial. Les indicateurs avancés sont bons, hein, c'est ce qu'on appelle les ISM, les PMI, dans toutes les zones, hein, Europe, États-Unis, Japon, etc., même Chine, sont en zone d'expansion, c'est au-dessus de 50. Les discours des patrons, si on les écoute, aujourd'hui, ils ont plus des problèmes potentiellement de recrutement que de carnet de commandes qui serait trop vide. Et les bénéfices par action sont toujours bien orientés, y compris pour 2010. Pour l'instant, les prévisions sont très bonnes. Et on a aussi beaucoup d'indicateurs de survente sur certains marchés, notamment les marchés émergents. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, on aurait tendance, nous, à rester positionnés quand même vers les actifs risqués, notamment zone euro, qui a pour l'instant un petit peu laissé pour compte, et les marchés émergents qui commencent à donner des signes de reprise. Ouais, dernière petite question, il nous reste encore quelques secondes sur le Brexit, des négociations toujours difficiles. L'Europe et le Royaume-Uni ne sont pas encore tombés d'accord, ça peut être un vrai problème très vite. Alors ça peut être un vrai problème, j'ai l'impression que personne n'a envie de faire les efforts nécessaires pour arriver à un accord, et donc la perspective de ce qu'on appelle le no deal reste potentiellement réelle. Ouais. Bon, Stéphane Parry, il va falloir revenir nous voir très vite parce qu'on aurait pu passer une heure à parler de tout ça, beaucoup de sujets. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes gérant de Promépar, qui est la filiale de gestion d'actifs de la BRED Banque Populaire.